Ghana's former president wins elections. This is one of the top trending topics on the African continent, and we are here to discuss them all, ladies and gentlemen. This is Africa This Week on Global LTV. Ghana's former president, John Dramani Mahama, has staged a political comeback by winning the West African nation's presidential election after his rival, Vice President Mahamudu Bawumia, conceded defeat on Sunday. The result of Ghana's general election is another blow to a ruling party. Ghana is currently hit by economic hardship, high inflation, among other challenges, and the citizens seek changes in leadership. Mahama, 66 years old, who served as Ghana's president from 2012 to 2016, framed Bawumia as representing a continuation of the policies that led to Ghana's worst economic crisis in a generation. Let's go to the streets of Ghana to see how Ghanaians are reacting to this presidential victory. Today, it's like we are getting our independence again. I'm very excited. We won this election because they said free education, but the practicals we did in school, we paid for everything. He didn't do anything, so we are thanking God for winning this election. We are going to show them pepper. We are showing them pepper. I can express the joy. This election was not NDC against NPP, it was Ghana against NPP, and we are grateful to Ghana. And we went for it. Yes. We have finished hard. Ghanaians over there in Ghana are celebrating what seems like a long, overwaited presidential change in the country. We have here Blandine Jinka. Blandine Jinka, from these reactions, please tell us, what is the key point of this election in Ghana? Good day, Joy. Thank you for having me on set once more. Remember that we spoke about the Ghanaian elections last week, and we mentioned that we had two key opponents, you know, and even though we had other members, other people or politicians that were standing in for the seat as a president, we had two of them, John Mahama and Bawumia Mahamudu, who one actually is a vice president of Ghana and the other the former president of Ghana. And fortunately for the Ghanaians, their dreams have come true, where the former president, John Mahama, has been re-elected as president of Ghana. I'll tell you one thing, this John Mahama has been a force behind Ghana, and bearing in mind that Ghana today is facing a lot of downpour when it comes to economic, it comes to social, it comes to security. There's so many things that need to be sorted out in Ghana, and I bet you that for me, I'll also tell you that John Mahama is the right candidate for the presidency in Ghana. Yes, Blandine, so Bawumia conceded defeat on Sunday. Yes. Let's take a look at that moment, and then we'll come back and we'll talk about it. Ladies and gentlemen, we have conceded defeat like any consummate Democrat would do. But we have not abandoned the fight to transform Ghana and expand opportunities to all sections of our society. We will not be a disruptive opposition. Let me say that the data from our own internal collation of the election results indicate that former President, His Excellency John Dramani Mahama, has won the presidential election decisively. The NDC has also won the parliamentary election. So speaking to the media, Blandine Jinka, Bawumia said that he conceded this defeat before the official results were released in order to ease tensions. Now, do you think that this is as a result of the peace pact that was signed before the elections? Yes, Joy, that definitely has to be a result of the peace peace pact that was signed. Because I'll tell you one thing: in Africa, we know that elections doesn't just come easily like that. There has to be a loss of something, be it property, be it people. In one way or the other, there's some kind of chaos. But fortunately, or let me say, and fortunately for Ghana, this time around, it went peacefully, and Bawumia
he waved his white flag with much respect, and I have to say that. Unfortunately, still for the Ghanaians, we had 2 deaths on Saturday. We are still not certain if these deaths are related to the elections, but one thing is for certain is that so far, so good. We are looking at the president being installed, you know, officially, and yeah, let Ghana take the lead, let John Mahama take the lead, and we expect nothing but the best for the Ghanaians. Definitely, Jinka. Thank you very much for joining us today. Ladies and gentlemen, it is some sort of a wind of political change in the African continent, and Ghana has just stepped in as one of those countries proving that they want it, they got it. They want a democratic change, they want a change in power, they got it. This is Africa This Week. We'll be right back. Election day in the United States of America 2024 has come and gone, and Americans have chosen a new leader for the White House. Republican candidate Donald Trump has won the election with a stunning comeback with projections showing him comfortably clearing the 270 electoral vote threshold required to win the White House. Donald Trump's presidential bid centered around his stance on immigration, the American economy, and national security. His campaign also emphasized America First policies. Despite facing legal challenges, including multiple indictments, Trump remains a dominant figure in the GOP. What else stood out in Trump's political agenda? We have here with us Paulines Otu to give us a brief analysis. So, Paulines Otu, quickly tell us what stood out, or what is Trump's political agenda? Eh bien, quel est le programme de Donald Trump? Vous le savez, il faut le préciser. Il a prévu de revenir sur la construction du mur tout le long de la frontière mexicaine dans sa lutte contre l'immigration clandestine. Vous savez à quel point Donald Trump est engagé dans ce combat, surtout en ce qui concerne l'immigration clandestine. Il faut bien marteler sur l'aspect de la clandestinité. Le programme de Donald Trump prévoit également de mettre un terme à la guerre russo-ukrainienne qui dure quand même depuis environ 3 années. Étant un fervent défenseur de la paix comme il s'est affiché, il s'est affirmé également comme étant un négociateur qui pourrait justement faire occasionner un cessez-le-feu. Parlons à présent sur l'aspect économique. Il prévoit de lever les restrictions sur la production du pétrole, du gaz, du charbon domestique afin de baisser les prix de l'énergie. Mais également, quand on parle de baisse, on voit la baisse de l'impôt des sociétés d'environ 15% pour favoriser, pour encourager la relocalisation des industries américaines. Et parlons également de son engagement sur la réduction des réglementations internationales sur le changement climatique. On se rappelle qu'en 2017, les États-Unis étaient le premier pays à claquer la porte à l'accord de Paris. Ce ne serait pas vraiment une surprise que cette fois encore, les États-Unis d'Amérique sortent de cette organisation internationale. That's quite impressive, Paulines. So which part of this program do you think got him this re-election? Alors si la question m'est posée, personnellement, je dirais que c'est sa politique conservatrice, le America First, qui est, comme je l'ai dit, une politique qui conserve les valeurs de l'Amérique, qui met en avant l'Amérique sur tous ses potentiels, que ce soit l'aspect sécuritaire, l'aspect sanitaire, l'aspect socio-politique. L'objectif ici est de mettre l'Amérique en avant. Et la victoire de Donald Trump n'est pas une grosse surprise. On se rend donc compte que les Américains sont en grande partie des conservateurs. Thank you very much for that intervention, Paulines. Ladies and gentlemen, worthy of note is that Trump's election bid was also framed as a response to the policies of the Biden administration, especially involving things like inflation and foreign policy. Now, talking about foreign policy, how exactly do Africans perceive the re-election of Donald Trump? Let's watch. Moi, je pense que la victoire de Donald Trump inaugure quand même des choses assez bonnes et assez importantes pour l'Afrique. Le problème de Donald Trump, tel qu'il est, c'est qu'il veut que l'Afrique s'industrialise localement. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que Donald Trump est contre l'appui de l'aide américaine à l'Ukraine.
Et c'est les États-Unis et les Européens, c'est eux qui appuient beaucoup plus, eux qui soutiennent beaucoup plus l'Ukraine. Donc on est sûr à 80% que, que ce soit en termes de financement, ça va diminuer drastiquement. Donc c'est plutôt de bonne augure. La guerre n'est pas une bonne chose. Nous devrions seulement souhaiter que Donald Trump, comme il a dit, il arrête cette guerre. Moi, même en Israël, je serais content. Étant donné que lui, il avait déjà dit, lors de son premier mandat, il ne veut pas des Africains. Il a traité les Africains des paresseux. Qu'est-ce que sa victoire maintenant va changer? Ça ne va rien changer. Pour être honnête, je pense que c'est, vu sa politique, je pense que ce n'est pas favorable pour les Africains. Let's begin straight away with the ECOWAS summit underway in Nigeria. The Economic Community of West African States convened its 66th summit in Abuja on December 15, 2024, chaired by Nigerian President Bola Ahmed Tinubu. Notably absent were Mali, Burkina Faso and Niger, which had previously announced their intention to withdraw from the bloc. Now the highlight of this 66th session is, in a bid to persuade these nations to reconsider their decision, ECOWAS leaders have established a transitional period that is from January 29 to July 29, 2025. During this time, the bloc aims to engage in further dialogue to reintegrate the three countries. Now, let us hear from Dr. Omar Aliyu Toure, President of the ECOWAS Commission. Acknowledges that in accordance with the provisions of Article 91 of the revised ECOWAS Treaty, the three countries will officially cease to be members of ECOWAS from 29 January 2025. The authority decides to set the period from 29 January 2025 to 29 July 2025 as a transitional period and to keep ECOWAS doors open. Colombe Katal is here to help us with the highlights to better develop this important decision from ECOWAS. Hello, Colombe Katal. So ECOWAS has granted Mali, Niger and Burkina Faso another 6 months extension to finalize their exit from the bloc. Justement, Joy, je suis plutôt surpris de savoir que c'est la CEDEAO qui établit un agenda de sortie, n'est-ce pas, au pays de l'Alliance du Sahel, qui, eux, avaient pris cette initiative, n'est-ce pas, les premiers, et sans relent de regret. C'est une position qu'ils réitèrent chaque fois que l'occasion, n'est-ce pas, leur est ouverte. D'ailleurs, il convient de relever qu'il n'y a pas longtemps, ils ont signé des protocoles d'accord entre ces trois pays, n'est-ce pas, sur la suppression des frais d'itinérance, n'est-ce pas, de la communication téléphonique entre les trois. Un peu comme tous pour eux, un pour tous, ils ne sont pas les plus à plaindre. Je pense plutôt que cette prorogation jusqu'à juillet 2025 caresse plutôt l'espoir des membres de la CEDEAO de voir les pays des États de l'Alliance du Sahel revenir et puis changer d'avis, réintégrer, n'est-ce pas, je vais dire, la communauté. Et je crains d'ailleurs que ce soit ces derniers qui soient dos au mur, d'autant plus il faut le relever qu'un jour avant la tenue, n'est-ce pas, de ce sommet, les pays ou bien les États l'Alliance du Sahel, eux, avaient déjà annoncé la libre circulation dans leur territoire respectif de tous les autres pays de la CEDEAO. Ce sera donc à eux de voir s'ils vont accepter cette libre circulation avec ce pays qui devrait considérer de gros de force comme amis ou alors comme ennemis. All right, Colin, parlons un peu d'autre chose. Another major event that is happening on the African continent this week. CEMAC heads of state are gathered in Yaoundé this December 16, 2024 to discuss necessary reforms aimed at strengthening economic resilience, revitalizing growth, and accelerating the integration of the 6 member countries, the leaders of the 6 CEMAC countries, that is Cameroon, Chad, Congo, Equatorial Guinea, the Central African Republic, and Gabon, are convening today, this day, the 16th of December, for an extraordinary summit. Now, Colin Bekata, please tell us, what are some of the key issues of this CEMAC Heads of States Summit? Joy, l'enjeu est essentiellement économique. Il faut le dire, le visage des États, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale n'est pas reluisant entre-temps. Les chiffres sont d'ailleurs évocateurs.
avec seulement 3% de taux de croissance pour un taux d'inflation de 6%, il était temps vraiment que quelque chose soit fait. Les dettes intérieures sont dans une croissance exponentielle. Prenons le cas du Congo seulement, dont la dette a pratiquement franchi les 100% de son produit intérieur brut. Il était vraiment temps que les gens, ces présidents se retrouvent pour pouvoir essayer d'arrêter la saignée. Et il convient de relever que c'est des travaux qui se passent avec un droit de regard, n'est-ce pas, je veux dire du FM, du Fonds monétaire international, dont certains émissaires, n'est-ce pas, sont donc d'ailleurs invités aux travaux. On craint, avec une telle perspective, que même si, n'est-ce pas, une dévaluation n'est pas ouvertement évoquée, la nécessité de répondre comment je veux dire, la nécessité de devoir répondre au remboursement des dettes, n'est-ce pas, n'en appelle à des mesures restrictives, Donc, il est temps, d'ores et déjà, que ces présidents essaient de lever des remparts. La question est d'ordre essentiellement économique. L'autre enjeu, ça c'est de mon point de vue, tient du président de la République du Cameroun. Il co-préside, ou alors la réunion en initiative avec le président centrafricain Touadéra Faustin Archange, qui est d'ailleurs le président en exercice, n'est-ce pas, de la CEMAC. Alors, qu'est-ce qui est le plus remarquable sur le président? C'est que la présidence de cette séance est une preuve que non seulement il est vivant, mais il a un droit de regard manifeste et un droit d'action sur le déroulement de ce qui se passe dans son pays, de ce qui se passe en Afrique et de ce qui se passe dans le monde, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Definitely, Columbi Kata, thank you very much for that intervention there. Ladies and gentlemen, this is Africa This Week. And now, dear televiewers, let's go to Niger, where the Orano Group has announced that they are going to suspend mining operations in the country at its Somer uranium mine due to worsening financial difficulties and inability to export production. This suspends over 50 years of operation by Orano in Niger. Orano also added that financial difficulties in Niger mining company Somer have continued to grow. The announcements were made in July, forcing its closure at the end of October. Well, Jean-Marc Bicok, our correspondent in Niger, is now joining us to better expatiate this issue involving Orano in Niger. Quickly tell us, Jean-Marc, what exactly is going on in Niger? Bonjour, bonjour Joy et bonjour à tous les téléspectateurs de Global LTV. La situation de l'exploitation de l'uranium est en stand-by en ce moment parce que Orano a suspendu ses activités déjà depuis 2023 lors du coup d'État du 26 juillet. La frontière entre le Niger et le Bénin est fermée à ce jour, alors ce qui a eu un impact sur l'exportation de l'uranium. Et puis Orano avait annoncé reprendre ses activités en février 2024. Les activités ont repris, sauf que il y a un souci au niveau de l'exportation parce que le CNSP a posé ses conditions, voilà, et Orano devrait désormais respecter cela. Orano refuse, a voulu donc a demandé au CNSP d'ouvrir la frontière juste pour l'exportation, et le CNSP a dit non, si on ouvre la frontière c'est pour tout le monde, mais la frontière reste toujours fermée parce qu'au niveau de la frontière du Bénin, il y a des bases militaires françaises qui sont stationnées là-bas et les autorités du Niger ne sont pas convaincues que ce sont des bases qui sont là pour protéger les Béninois, mais qui seraient là pour attaquer le pays. Alors, Orano voudrait donc exporter le pétrole sur des bases que la structure elle-même définit. Le CNSP dit que c'est le pays qui détermine les règles du jeu. Ce n'est pas à vous de nous dire à combien vous allez vendre nos matières premières, mais c'est à nous de vous dire comment ça se passe. Voilà donc la situation. Orano a suspendu ses activités de manière unilatérale et puis nous attendons toujours la suite de cette affaire qui certainement va tourner en faveur du Niger. Jean-Marc, we know that the Imuraren mine is one of the largest uranium deposits in the world. So with this situation now, who is going to exploit it?
Oui, justement, l'Imouraren est l'un des plus grands gisements d'uranium au monde. Voilà, c'est au nord du Niger. L'Imouranen produit 200 000 tonnes, voilà, dispose de 200 000 tonnes de réserves d'uranium. Et puis, l'uranium était toujours exploité par les Français, sauf que le CNSP a donc nationalisé ce gisement d'uranium qui appartient désormais au Niger et qui est en train de trouver voilà, des stratagèmes pour pouvoir mieux exploiter cet uranium. Donc très bientôt, il y aura des experts autour de cela pour pouvoir exploiter cet uranium au profit des Nigériens. Ce qu'il faut déjà retenir est que Orano est au Niger depuis 53 ans aujourd'hui et produit beaucoup. Voilà. Donc si le CNSP a décidé de nationaliser cette structure, voilà, Imouraren, c'est pour le bien des Nigériens, c'est pour le bien de tous ceux qui aiment le Niger. Well, Jean-Marc, tell us, what do Nigerians make of the decisions of the National Council for the Safeguard of the Homeland? La gestion du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, est très parfaite aujourd'hui parce que les militaires au pouvoir, ils travaillent très bien. Le CNSP travaille très bien, fait de très grandes choses pour le pays. Il y a eu beaucoup d'améliorations, la réduction du prix du carburant qui est passé de plus de 600 à 499 francs. Il y a eu la réduction des soins médicaux qui désormais coûtent 50, sont évalués à 50% de réduction dans les centres hospitaliers. Il y a eu la réduction de la tonne de ciment qui coûtait 85 000, qui coûte désormais 55 000 francs CFA. Et il y a beaucoup d'autres améliorations au sein du CNSP, la naturalisation de l'Imouraren qui désormais appartient au Niger et très bientôt le Niger pourra lui-même gérer toutes ces matières premières. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs de Global LTV. That is quite intense, Jean-Marc. So you gathered some more reactions from Nigerians regarding this issue involving Orano in Niger. Let's hear them. C'est une très mauvaise décision de Orano parce que Orano ne peut pas se permettre de prendre cette décision de manière unilatérale. Étant donné que Orano n'est pas le seul actionnaire et de la seule compagnie restante au Niger, à savoir la Sobaï, est chargée de l'extraction du minerai d'uranium. Orano devrait prendre cette décision-là en concertation avec ses co-actionnaires, ne serait-ce que la Sopamine, donc l'État du Niger. Ce qui veut dire que Orano a foulé du pied les dispositions des statuts et de cette société. Vraiment, Orano ne devrait pas se permettre de prendre une telle décision de manière unilatérale. Et aujourd'hui, si l'État du Niger, à travers la Sopamine, poursuit Orano en justice, mais ça sera vraiment très lourd de conséquences pour Orano. Ça rentre vraiment de la lutte pour la souveraineté. Ne plus permettre à ces impérialistes de venir dans nos pays et faire ce qu'ils veulent. Venir quand ils veulent, repartir quand ils veulent, ce n'est pas du tout cela. Si nous avons signé des accords avec vous, il faut que de part et d'autre, vous respectiez ces accords-là. Et il ne faut pas perdre de vue que l'accord finit cette année, en décembre prochain, plaise à Dieu. D'où maintenant, il faut renouveler les nouvelles dispositions, des nouveaux points de l'accord d'exploitation de ce minerai d'uranium. Mais il faut que le Niger aussi profite pour pouvoir mettre certaines choses en exergue, notamment, c'est-à-dire que revaloriser sa part à l'intérieur de son propre uranium, pour que l'uranium vraiment puisse servir vraiment au peuple du Niger. C'est pour cela que
nous disons que vraiment cette décision de Orano est prise de manière unilatérale, elle n'est pas bonne et que l'État du Niger, à travers la SOPAMIL, doit poursuivre Orano en justice. Well, ce qui se passe, c'est le même problème d'expression de la souveraineté. Vous savez, le groupe Orano avait comme l'habitude de venir au Niger prendre l'uranium comme ils veulent, au prix qu'ils veulent et exiger qu'on le vende à qui eux ils veulent. Donc maintenant, les choses ont changé. Les choses ont changé. Le CNSP tient à exprimer la souveraineté du pays. Orano n'obtient plus ce qu'ils veulent. Ils ont d'abord voulu... c'est eux qui ont cherché à... En fait, c'est eux qui ont créé le problème. Ils veulent imposer leur loi comme d'habitude. Le CNSP a dit non. Et moi, je suis entièrement d'accord à 200% avec le CNSP. C'est vraiment l'expression de notre souveraineté. Maintenant, on a produit et stocké de l'uranium. Et ils veulent que ce uranium-là ne soit vendu qu'à eux. Et qu'eux, ils viennent prendre ça quand ils veulent, comme ils veulent. Ça ne tient pas. Maintenant, bon, comme ils ont vu qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent fermer. Mais c'est tant mieux. S'ils ferment, nous allons continuer nos travaux avec d'autres partenaire. Parce qu'en fait, c'est le problème qui se pose. Le problème, c'est qu'ils veulent que tout ce qui est produit ne soit vendu qu'à eux, à leur prix, et qu'on n'ait aucun autre partenaire qu'eux. Et là, je ne pense pas que ça puisse marcher avec le CNSP, parce que les menaces qu'ils veulent proférer au CNSP ne tiennent pas debout. C'est pour ça que j'invite vraiment la population, tout le peuple nigérien, à faire bloc derrière le CNSP, parce qu'il y va de notre souveraineté, il y va de l'avenir de notre pays et de nos enfants. It is clear without doubt that the new government of Niger is more than ready to safeguard their natural resources. Ladies and gentlemen, this is Africa This Week. We'll be right back. On our sports page, ladies and gentlemen, we are taking you to Burkina Faso, where one of Africa's most iconic cycling events, known as the Tour du Faso, which began on the 25th of October, is making headlines for a different reason this year. The International Cycling Union, UCI, has removed the race from its official calendar following the organizers' decision to include a Russian team in the lineup. Well, we have Dabone Sarah, our correspondent, all the way from Ouagadougou, to tell us more about this tournament. Dabone Sarah, what exactly is Tour du Faso? Salut Joy, le Tour du Faso est une compétition annuelle de cyclisme qui se déroule évidemment au Burkina Faso. Créée en 1987, cette compétition attire des coureurs de divers pays africains et même d'autres continents. Les cyclistes traversent plusieurs villes et régions du pays. C'est un événement majeur dans le calendrier sportif burkinabé, suscitant un grand intérêt du public et des médias. So, Sarah, why did the UCI strip Burkina Faso or strip Tour du Faso of its international status? Effectivement, Joy, pendant que la compétition se déroule au Burkina Faso, l'UCI a annoncé le 25 octobre dernier le retrait du Tour du Faso de leur calendrier et ce retrait est dû à la participation d'une équipe russe à la compétition. Rappelons que les équipes sportives russes ont été bannies de toutes les compétitions sportives dans le monde à cause de la guerre en Ukraine. Donc, parce que l'équipe CSKA de Moscou a participé au Tour du Faso, l'UCI a suspendu le Tour du Faso. Well, this is very important, Sarah. How did the Burkinabe officials react to this withdrawal? Alors, il n'y a pas eu encore de réaction officielle de la part des autorités sportives. Cependant, le ministre d'État, Bassolma Bazié, lors de la 3e étape du Tour, a réagi en disant que le Burkina Faso est un État souverain. Par conséquent, il fait ses choix de façon souveraine. Il a également ajouté que la politique ne devrait pas s'inviter dans le sport. Du reste, le Tour du Faso se poursuit bien et les cyclistes russes se font remarquer en remportant déjà des étapes.
Well, thank you very much, Sarah, for being with us. Even though there has been no official reaction from Burkinabe officials, we should know, ladies and gentlemen, that the Burkinabe government is strongly defending the inclusion of the Russian team. As they say, it is called Tour du Faso for a reason, and they are maintaining their sovereignty regarding this competition. Any news in the days ahead definitely will keep you updated. And that brings us to the end of this edition of Africa This Week. Thank you to all our correspondents, Dabone Sarah from Burkina Faso, Jean-Marc Bikok from Niamey, Niger, Yves Mayele from the Democratic Republic of Congo. Thank you to all our panelists. Thank you for staying with us, ladies and gentlemen. Keep watching Global LTV to stay entertained and informed. Bye-bye.